Si tu avais, disons, 0,5 Bitcoin ou 1 Bitcoin, est-ce que tu pourrais arrêter de travailler un jour? Pas être riche sur le papier, pas faire beau avec des screenshots. Je parle de la vraie vie. Payer ton loyer, tes courses, tes assurances. Vivre correctement sans dépendre d'un salaire. Et surtout, est-ce que tu pourrais le faire à un horizon clair, réaliste, qu'on peut vraiment voir, c'est-à-dire 2040 par exemple? Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre Bitcoin à 1 million. Je vais faire un truc beaucoup plus rare sur YouTube. Poser une équation. Car ici, on ne spécule pas, on calcule. Salut, c'est Cédric. Bienvenue sur Data et Patrimoine. Ici, tu le sais, on ne joue pas au casino. On met des chiffres sur les idées. Et aujourd'hui, le sujet est volontairement provocateur parce qu'il touche une angoisse existentielle. Est-ce que je pourrais être libre un jour? Et la question, quand on parle de Bitcoin, n'est pas combien il vaudra. La question, c'est combien il faut en détenir pour que la liberté devienne plausible. Et on va construire cela ensemble, étape par étape. Et à la fin, je te donne un tableau clair avec 3 niveaux: survie, confort, liberté. Et les ordres de grandeur en Bitcoin. Et je le précise, ce n'est pas un conseil financier, c'est une méthode de raisonnement. Et je vais volontairement rester du côté prudent, des hypothèses explicites, des fourchettes et un retour au réel sur les risques. Si tu veux juste un chiffre magique en 10 secondes, tu vas être frustré. Si tu veux comprendre, tu vas adorer. Partie 1. Le piège des prix. Sur YouTube, on adore les prédictions. Bitcoin à 200 000 cette année. Bitcoin à 1 milliard à la fin de la décennie. Le problème, c'est que même si tu avais raison sur le prix, tu peux quand même te planter sur ta retraite. Pourquoi? Parce que la retraite, ce n'est pas un prix. La retraite, c'est un flux. C'est une capacité à convertir un capital en revenu soutenable malgré l'inflation, malgré les impôts, malgré la volatilité. Et donc, aujourd'hui, on va traiter le prix comme un paramètre, pas comme une promesse. Et on va surtout raisonner en scénario. Un scénario prudent, central ou favorable. Et je vais te montrer comment, avec un modèle mathématique et un intervalle de confiance, tu peux arrêter de te raconter des histoires. Partie 2. Le socle, la rareté. Avant de parler de retraite, de rente ou de liberté financière avec Bitcoin, il faut poser un socle. Un socle froid, factuel, mathématique. La rareté réelle du Bitcoin. Quand on dit Bitcoin est limité à 21 millions, on dit une vérité. Mais une vérité incomplète. Parce que 21 millions, ce n'est pas ce qui est disponible. C'est ce qui existera au maximum. Et moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la théorie, c'est la répartition réelle. Et regarde tout de suite ce premier graphique. Il montre comment les bitcoins existants sont aujourd'hui répartis. On peut distinguer plusieurs grandes catégories. D'abord, environ 36% des bitcoins sont simplement en wallet. Cela veut dire qu'ils existent, qu'ils sont détenus par des particuliers, mais qu'ils ne sont pas nécessairement disponibles à la vente. Beaucoup sont stockés à long terme, parfois oubliés, parfois volontairement immobilisés. Ensuite, tu as une part massive, les bitcoins perdus, environ 19%. Entre les clés perdues, les disques durs détruits, les erreurs humaines des premières années, ces bitcoins-là ne reviendront jamais sur le marché. Ils existent, comptablement oui, mais économiquement, ils sont morts. Le troisième bloc, les trésoreries institutionnelles, environ 18%. Entreprises, fonds, structures qui accumulent du bitcoin comme actif stratégique. Ces bitcoins ne sont pas là pour faire du trading, ils sont là pour être conservés sur le long terme, parfois pendant des années. Ensuite, et c'est crucial, il reste ce qu'on appelle le bitcoin liquide sur le marché. C'est la partie réellement échangeable, réellement accessible à un nouvel entrant. Et cette part-là représente environ 17% seulement. Et enfin, il y a deux catégories particulières. Environ 5% attribués à Satoshi, qui n'ont jamais bougé, et environ 5% qui ne sont tout simplement pas encore minés. Et là, on arrive au deuxième graphique. Ce graphique est extrêmement important parce qu'il met fin à une illusion. Aujourd'hui, environ 95% des bitcoins ont été minés. Il ne reste qu'environ 5% à extraire sur plus d'un siècle. Ça veut dire une chose très simple. La quasi-totalité de l'offre future est déjà connue, distribuée et en grande partie immobilisée. Donc, quand quelqu'un te dit « il y aura toujours du Bitcoin à acheter », la bonne réponse, ce n'est pas oui ou non. La bonne réponse, c'est oui, mais à quel prix et dans quelles conditions? Parce que si tu retires les Bitcoins perdus, ceux qui ne bougent pas, ceux détenus par des institutions long terme, ceux qui n'existent pas encore, ceux qui restent réellement disponibles, c'est une fraction minoritaire du total. Et c'est là que le raisonnement patrimonial commence. La retraite Bitcoin n'est pas un sujet émotionnel, c'est un sujet arithmétique. Tout le monde ne pourra pas être rentier avec Bitcoin. Pas parce que Bitcoin va monter,
mais parce que la structure même de l'offre est discriminante. Et c'est précisément pour ça que la question n'est pas est-ce que Bitcoin va réussir? La vraie question est où est-ce que toi, tu te situes dans cette répartition? Parce que dans un système aussi rare, ce n'est pas le prix qui décide de ton avenir, c'est ta position relative dans l'offre. Et maintenant qu'on a posé le socle, on peut passer à l'étage suivante, se situer dans cette rareté. Partie 3, où tu te situes. Maintenant que le décor est posé, on va faire un exercice un peu particulier. Un exercice qui dérange parfois, mais qui est réellement indispensable si tu veux parler sérieusement de retraite avec Bitcoin. Et la question est simple. Où est-ce que toi, tu te situes dans la distribution réelle du Bitcoin? Pas dans les discours, pas dans les moyennes, mais dans les chiffres. Et regarde ce visuel. Il classe les détenteurs de Bitcoin par catégorie. Non pas selon leur intelligence ou leur mérite, mais selon leur quantité de Bitcoin détenus. Tout en haut, tu as les non-coiners, zéro Bitcoin. Ils sont encore majoritaires dans le monde réel, même si on a parfois l'impression inverse sur Twitter. Ensuite, viennent les shrimp, les crevettes. Moins d'un Bitcoin. Et c'est là que la première claque arrive. Quand on regarde les données on-chain, on constate que la majorité des adresses se situent dans les tranches inférieures à 1 Bitcoin. Des millions d'adresses, mais une part très faible du stock total de Bitcoin. Autrement dit, beaucoup de monde se partage très peu de Bitcoin. Ensuite, tu passes dans la catégorie crabe, entre 1 et 10 Bitcoin. Et là, on change complètement d'échelle. Quand tu regardes le tableau de distribution, tu vois que les adresses entre 1 et 10 Bitcoin représentent à peine environ 1,4% des adresses. Mais elles détiennent déjà plus de 10% de tous les Bitcoins existants. C'est un basculement fondamental. À partir de là, chaque palier supérieur concentre de moins en moins d'adresses, mais de plus en plus de Bitcoin. Entre 10 et 100 Bitcoin, ce que le visuel appelle octopus, on tombe à environ 0,2% des adresses. Mais on parle déjà de plus de 20% du stock total. Puis viennent les fish, les dolphins, les sharks et enfin les whales et les humpbacks. À ce niveau, on parle de quelques milliers d'adresses, parfois quelques centaines, qui concentrent une part absolument massive de l'offre. Et c'est là que je veux que tu comprennes quelque chose de très important. La distribution du Bitcoin n'est pas linéaire, elle est extrêmement asymétrique. Ce n'est pas un peu plus de Bitcoin égale un peu plus d'importance. C'est un peu plus de Bitcoin égale un changement complet de statut économique. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ces catégories sont bien ou mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir une baleine. Je suis en train de montrer une réalité mathématique. La position dans la distribution compte plus que le nombre d'adresses. Autrement dit, ce n'est pas parce que tout le monde a un peu de Bitcoin que tout le monde est dans la même situation patrimoniale. Maintenant, faisons le lien avec la retraite. Si tu es aujourd'hui dans la zone moins de 0,1 Bitcoin, ou même entre 0,1 et 1 Bitcoin, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Ça veut dire que tu es encore dans la partie très dense de la pyramide. Et dans une pyramide de rareté, la question n'est pas où suis-je aujourd'hui, mais la question est-ce que je progresse vers une zone plus rare ou est-ce que je stagne? Parce que le temps joue contre toi. Plus le Bitcoin se diffuse, plus il devient difficile de changer de catégorie. Passer de 0 à 0,1 Bitcoin est relativement accessible. Passer de 0,1 à 1 Bitcoin est déjà beaucoup plus exigeant. Passer de 1 à plusieurs Bitcoins devient pour la majorité des gens structurellement difficile. Et c'est pour ça que cette vidéo ne parle pas de prix, elle parle de positionnement. La retraite Bitcoin n'est pas une question de timing parfait. C'est une question de place occupée dans une offre finie. D'ailleurs, jouons le jeu. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans la team crevette ou la team crabe pour l'instant. Il n'y a aucune honte, on commence tous quelque part. Je veux juste voir la répartition dans la communauté. Et surtout, est-ce que ta stratégie actuelle te permet de changer de tranche à long terme ou pas? Maintenant que tu sais que les bitcoins sont rares, la mauvaise nouvelle, c'est que tes euros, eux, ne sont pas du tout rares. Et c'est là tout le problème. Avant de calculer combien de bitcoin il te faut, on doit définir combien tes euros vaudront vraiment en 2024. Et c'est quoi être rentier dans un monde qui imprime de l'argent? Partie 4, la question qui change tout. Quand on parle de rentier, chacun met quelque chose de différent derrière ce mot. Pour certains, être rentier, c'est ne plus jamais travailler, voyager, vivre très confortablement. Pour d'autres, c'est beaucoup plus simple. Pouvoir payer ses factures sans stress, ne plus être obligé d'accepter n'importe quel job, reprendre le contrôle de son temps. Et c'est là que je veux être très clair. Être rentier, ce n'est pas forcément être très riche. Être rentier, c'est ne plus dépendre d'un salaire pour vivre. Un salaire, c'est une contrainte. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Et si tu arrêtes, l'argent s'arrête aussi. Une rente, c'est exactement l'inverse. Tu as un capital.
Et ce capital génère un flux qui couvre totalement ou partiellement tes dépenses. Et donc, la vraie question n'est pas combien de Bitcoin faut-il pour être riche? La vraie question est combien faut-il pour couvrir mes dépenses de manière soutenable dans le temps? Et pour répondre à cette question, on va volontairement simplifier. Pas parce que la réalité est simple, mais parce qu'un bon modèle commence toujours par des hypothèses claires. Je vais donc travailler avec 3 niveaux de vie, volontairement larges, volontairement imparfaits, mais très parlants. Pour le niveau 1, on parle de survie sereine. Ici, on ne parle pas de luxe, on parle de sécurité. Pouvoir payer son logement, sa nourriture, ses charges, ses assurances, sans stress permanent. On peut l'estimer aujourd'hui autour de 2500 euros net par mois. Attention, ce niveau ne te rend pas libre au sens Instagram du terme, mais il te sort de la survie économique. Et sortir de la survie, c'est déjà un changement de vie majeur. Le niveau 2, le confort. Ici, on commence à parler de choix. Pouvoir vivre correctement, ne pas compter chaque dépense, se faire plaisir de temps en temps, prévoir, anticiper, respirer. On peut situer ce niveau autour de 4000 euros net par mois aujourd'hui. Ce n'est pas extravagant, c'est simplement un niveau où l'argent n'est plus un sujet du quotidien. Et le niveau 3, la liberté, là on parle de vraie marge de manœuvre. Pouvoir choisir où tu vis, refuser des contraintes, aider tes proches, absorber les imprévus sans paniquer. On peut l'estimer autour de 6000 euros net par mois aujourd'hui. Encore une fois, ce ne sont pas des normes, ce ne sont pas des objectifs imposés, ce sont des repères de travail. Et si ces chiffres ne te parlent pas, ce n'est pas grave. Tu peux les remplacer par les tiens. Ce qui compte, c'est la méthode. Un montant mensuel, net, clair, assumé. Parce que tant que tu ne sais pas combien il faut par mois, parler de retraite avec Bitcoin, c'est du flou artistique. Maintenant, il y a un détail que beaucoup de gens oublient à ce stade et qui ruine la majorité des calculs qu'on voit passer. Ce détail, c'est le temps. Dans la partie suivante, on va faire quelque chose que très peu de vidéos font correctement. On va prendre ces montants d'aujourd'hui et les projeter dans le monde réel de 2040. Inflation, pouvoir d'achat, réalité économique. Parce que si tu fais le calcul avec tes chiffres d'aujourd'hui, tu te racontes déjà une histoire. Partie 5. Le temps. Jusqu'ici, on a parlé de rareté. On a parlé de positionnement. On a défini ce que veut dire être rentier. Maintenant, on va aborder un facteur que presque tout le monde sous-estime. Il s'agit du temps. Parce que 2040, ce n'est pas une date abstraite. Ce n'est pas loin. C'est 14 ans. Et 14 ans, économiquement, ça change absolument tout. L'erreur la plus fréquente que je vois dans les calculs de retraite, Bitcoin ou pas, c'est de prendre un besoin mensuel d'aujourd'hui et de le projeter tel quel dans le futur. Or, l'argent, ce n'est pas statique. Son pouvoir d'achat s'érode, lentement, silencieusement, mais sûrement. Même avec une inflation modérée, ce que tu achètes aujourd'hui avec 100 euros te coûtera beaucoup plus cher demain. Je vais volontairement rester prudent. Je ne vais pas prendre des scénarios catastrophes. Je vais travailler avec une inflation moyenne de long terme autour de 3% par an. Ce n'est ni alarmiste ni optimiste. C'est réaliste sur un horizon de 14 ans. Et à 3% par an sur 14 ans, on obtient un coefficient multiplicateur proche de 1,5. Et cela veut dire une chose très simple. Ce que tu appelles vivre correctement aujourd'hui ne correspondra plus du tout au même montant en 2040. Prenons maintenant les 3 niveaux que nous avons définis et faisons l'exercice correctement. Pour le niveau 1, la survie sereine, aujourd'hui tu estimes qu'il te faut 2500 euros net par mois pour vivre sans stress, couvrir l'essentiel et dormir tranquille. À l'horizon 2040, avec l'inflation cumulée, ces 2500 euros deviennent environ 3700 à 3800 euros net par mois. Ce n'est pas un luxe. C'est le même niveau de vie, simplement exprimé en monnaie future. Niveau 2, celui du confort. Aujourd'hui, tu te situes autour de 4000 euros net par mois. En 2040, ce niveau de confort équivalent nécessitera environ 6000 euros net par mois. Encore une fois, ce n'est pas vivre mieux, c'est vivre pareil dans un monde où l'argent vaut moins. Et le niveau 3, celui de la liberté. Ici, tu te situes autour de 6000 euros net par mois d'aujourd'hui. À l'horizon 2040, pour conserver ce même degré de liberté, il faut viser environ 9000 euros net par mois. Et là, beaucoup de gens décrochent mentalement. Ils se disent 9000 euros par mois, c'est énorme! Et non, ce qui est énorme, c'est d'oublier l'inflation dans un calcul de retraite. Parce que si tu fais ton plan avec les chiffres d'aujourd'hui, tu construis une illusion. Et une illusion tient très bien, jusqu'au jour où tu dois vivre avec. Donc, retiens bien ceci. Avant même de parler de Bitcoin,
Avant même de parler de rendement, tu dois raisonner en euros constants 2040, pas en euros d'aujourd'hui. Alors oui, c'est inconfortable, mais c'est la seule manière de faire un calcul adulte. Et maintenant que ces montants 2040 sont posés, on va ajouter une couche supplémentaire que presque personne n'aime aborder, la fiscalité et les frictions réelles. Parce que ce que tu dépenses n'est jamais ce que ton capital doit produire. Et c'est seulement après ça qu'on pourra enfin répondre sérieusement à la question combien de capital et donc combien de bitcoin il faut vraiment. Et partie 6, le sujet qui fâche, les impôts et les frictions. Maintenant, il y a un point qu'on ne peut pas ignorer, mais qu'on ne va pas compliquer inutilement non plus. Il s'agit de la fiscalité et les frictions. Et pourquoi je dis friction? Parce que dans la vraie vie, un euro que tu dépenses n'est jamais exactement un euro que ton capital produit. Parce qu'il y a des impôts, des prélèvements, parfois des frais, parfois des années moins favorables que d'autres. Et les règles exactes vont dépendre du pays, de ton statut et des lois en vigueur en 2040. Et honnêtement, personne aujourd'hui ne peut te dire précisément quelle sera la fiscalité dans 14 ans. Donc, au lieu de jouer au devin, on va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. On va intégrer une marge de sécurité. Et une règle simple à retenir, ce que tu veux dépenser chaque mois n'est jamais ce que ton capital doit produire. Autrement dit, si tu as besoin de 3 800 euros net par mois en 2040, ton capital devra générer plus de 3 800 euros. Pour rester prudent, sans rentrer dans des calculs complexes, je vais appliquer une majoration globale, une sorte de tampon réalité. On va considérer que le besoin brut est d'environ 32% supérieur au besoin net. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une hypothèse de travail raisonnable qui permet d'éviter de sous-estimer ton plan. Et c'est exactement ce qu'on cherche ici, ne pas se raconter d'histoire. Et maintenant qu'on connaît ton besoin mensuel en 2040, on a intégré le temps et qu'on a ajouté une marge de réalisme, on peut enfin passer à l'étape clé. Transformer un besoin mensuel en capital total nécessaire. C'est là que le calcul devient vraiment intéressant. Partie 7, le modèle. Encadrer au lieu de prédire. Maintenant, on arrive au cœur du raisonnement. Jusqu'ici, on a fait les choses dans le bon ordre. On a défini un niveau de vie, on l'a projeté dans le temps jusqu'en 2040, on a intégré une marge de réalisme pour les frictions. La question qui reste est la suivante. Quel capital faut-il pour produire ce revenu sans s'épuiser, sans jouer au casino, sans tout vendre trop vite? Et là, on change complètement de logique. On ne parle plus de salaire, on ne parle plus d'heures travaillées, on parle de capital. Et le principe clé, c'est le taux de retrait. Quand tu vis de ton capital, tu ne dépenses pas ce que tu veux. Tu dépenses ce que ton capital peut supporter dans le temps. En finance, on appelle ça un taux de retrait. Et l'idée est simple. Tu retires chaque année une petite partie de ton capital, suffisamment pour vivre, mais pas trop pour que ton capital ne s'épuise pas trop vite. Sur les portefeuilles traditionnels, on parle souvent de 3 à 4%. Avec Bitcoin, on va être plus prudent. Pourquoi? Parce que la volatilité est beaucoup plus forte. Donc, dans mon raisonnement, je travaille avec une fourchette volontairement conservatrice. 2% pour un scénario très prudent, 3% pour un scénario équilibré et 4% pour un scénario plus agressif. Mais encore une fois, ce ne sont pas des dogmes, ce sont des hypothèses de travail. Et la formule est très simple. Le lien entre revenu et capital tient en une seule formule. Le capital nécessaire, c'est égal au revenu annuel divisé par le taux de retrait. C'est tout. Pas besoin de promesses, pas besoin de croyances, juste une relation mathématique. Cette formule classique est idéale si on veut garder son capital intact à l'infini. Mais dans la réalité, on a le droit de consommer une partie de son stock. Dans mon calcul final, je vais être un peu plus précis. Je vais calculer le capital nécessaire pour tenir sur une durée définie, 21 ans, en consommant progressivement le stock. Ce qui permet d'avoir besoin de moins de capital au départ. À partir du moment où tu connais ton besoin annuel en 2040, le taux de retrait que tu es prêt à accepter, tu peux calculer un ordre de grandeur du capital nécessaire. Et maintenant seulement, on peut poser la dernière brique. Une fois que tu connais le capital cible, il reste une question. Comment traduire ce capital en Bitcoin? Et c'est là que j'utilise mon fichier Excel de projection. Je ne travaille pas avec un prix unique. Je ne travaille pas avec une promesse. J'utilise un modèle mathématique basé sur l'historique du Bitcoin. Et il me donne un prix théorique central, mais surtout un intervalle de confiance. Autrement dit, une zone basse pour un scénario défavorable, une zone centrale pour un scénario cohérent
et une zone haute pour un scénario favorable. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que ça me permet de répondre à la question combien de Bitcoin il faut, non pas par un chiffre magique, mais par une fourchette raisonnable. Et c'est exactement ce qu'on veut ici. Un cadre, pas une prophétie. Et petite parenthèse importante. Si ce modèle vous intéresse, si vous voulez comprendre comment j'ai construit cette projection avec les hypothèses, les formules et surtout les intervalles de confiance, dites-le moi en commentaire. Je pourrais en faire une vidéo dédiée, pas pour vous dire Bitcoin va arriver à tel prix, mais pour vous montrer comment on construit un modèle propre sans se raconter d'histoire. Maintenant, avec un besoin mensuel clair, un besoin annuel en 2040, un taux de retrait et une projection encadrée du prix du Bitcoin, on a tout ce qu'il faut pour répondre enfin à la question que tout le monde attend. Combien de Bitcoin faut-il réellement pour sortir de la dépendance du salaire? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la partie suivante avec un tableau simple, lisible, avec les 3 niveaux: la survie, le confort et la liberté. Partie 8, tableau final. Ok, là on arrête le blabla. Si tu es encore là, tu veux le payoff. Je te montre le tableau final avec 3 scénarios de prix en 2040. Le pessimiste, le central et l'optimiste. Et les 3 niveaux de vie. Et cette fois, ce ne sont pas des à peu près. C'est mon fichier de calcul. Allez, on y est. À l'écran, tu vois 3 lignes. Pessimiste, mon modèle optimiste. Ces 3 lignes correspondent à 3 hypothèses de prix du Bitcoin en 2040 issues de ma projection. Et juste à côté, tu vois le nombre de Bitcoin requis selon le niveau de vie. L'idée est simple. Je veux un stock de Bitcoin en 2040 suffisamment grand pour vendre chaque année ce qu'il faut pour vivre, et ce pendant 21 ans, et en gardant une marge réaliste pour les impôts et les frictions. Ici, on se situe dans le niveau 1, celui de la survie sereine. Donc on va commencer tout de suite avec ce niveau. Ici, on vise une mensualité de 3 700 € par mois en euros 2040. Dans mon fichier, ça correspond à un capital nécessaire d'environ 1 million d'euros. Maintenant, traduction en Bitcoin selon les scénarios de prix en 2040. Dans le scénario pessimiste, avec un prix du Bitcoin à 740 000 €, il faut 1,35 Bitcoin. Dans mon modèle, avec un prix du Bitcoin à 1 180 000 environ, il faut 0,85 Bitcoin. Et dans le scénario optimiste, avec un prix du Bitcoin à 1 900 000 environ, il faut 0,53 Bitcoin. Donc, retiens ça. Pour vivre au niveau survie sereine, à l'horizon 2040 sur 21 ans, on parle d'un ordre de grandeur entre 0,53 et 1,35 Bitcoin selon le scénario. Et là, tu comprends déjà un truc. Le point dur, ce n'est pas d'avoir une opinion sur le prix, c'est de se positionner dans une fourchette réaliste. Passons au niveau 2, celui du confort. Ici, on vise 6 000 € par mois en 2040. Dans mon fichier, le capital nécessaire monte ici à 1 600 000 €. Et maintenant, on va traduire ça en Bitcoin selon les 3 scénarios 2040. Dans le scénario pessimiste, il nous faudra 2,19 Bitcoin. Avec le prix estimé dans mon modèle, il faudra 1,37 Bitcoin. Et enfin, dans le scénario optimiste, il faudra 0,86 Bitcoin. Donc, pour le confort, on est sur une fourchette entre 0,86 et 2,19 Bitcoin. Et tu vois le message. À ce niveau, le OneCoiner devient un vrai sujet. Mais uniquement si ton scénario de prix est favorable ou central. Si tu restes pessimiste, il faut plutôt se rapprocher des 2 Bitcoins. Et enfin, passons maintenant au niveau 3, celui de la liberté. Ici, on vise 9 000 € par mois en 2040. Et là, on ne parle plus de confort, on parle de vraie marge. Le capital nécessaire dans mon fichier est de presque 2,5 millions d'euros. Si on regarde ce que ça fait en Bitcoin, dans un scénario pessimiste, il nous faudrait 3,29 Bitcoin. Avec le prix de mon modèle, il faudrait 2,06 Bitcoin. Et dans un scénario optimiste, il faudrait 1,29 Bitcoin. Donc, pour le niveau de liberté, la fourchette est entre 1,29 et 3,29 Bitcoin. Et là, on voit clairement la réalité. Si tu veux être rentier liberté, il te faut plusieurs Bitcoins dans la plupart des scénarios. Et si tu restes pessimiste, tu es plutôt autour de 3 Bitcoins. Maintenant, je veux que tu retiennes une seule chose. Cette vidéo n'est pas là pour te vendre du rêve, elle est là pour te donner un cadre. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que Bitcoin va faire x10? La vraie question, c'est quel niveau de vie je vise et quel niveau de prudence je prends sur le prix. Et là, tu as les fourchettes.
avec la survie entre 0,53 et 1,35 Bitcoin, le confort 0,86 à 2,19 Bitcoin et pour la liberté de 1,29 à 3,29 Bitcoin. Tout est dans mon fichier Excel, avec les prix 2040, le capital nécessaire, les Bitcoins repris et la simulation année par année sur 21 ans. Et si tu veux, je peux faire une vidéo dédiée où je te montre exactement comment j'ai construit la projection de prix avec intervalle de confiance et comment je l'ai branché à ce calcul de rente. Il suffit de me dire en commentaire Excel et je le ferai. On arrive à la fin de la vidéo et je vais être très clair avec toi. Le plus grand risque, ce n'est pas que Bitcoin ne marche pas. Le plus grand risque, c'est de mal l'utiliser s'il marche. Parce que maintenant, tu as un cadre. Tu sais combien il faut pour survivre, combien il faut pour être confortable et combien il faut pour viser une vraie liberté. Et surtout, tu as vu que ce ne sont pas des chiffres magiques, ce sont des fourchettes dépendantes du prix du Bitcoin, de ton niveau de vie et de ton niveau de prudence. Le danger ici, c'est de regarder ce tableau et de se dire « Ok, il me faut X Bitcoin, donc je dois tout faire pour les atteindre. » Non, la bonne lecture, c'est la suivante. Où est-ce que je me situe aujourd'hui? Et est-ce que ma trajectoire est cohérente avec ce que je vise? Tu n'as pas besoin d'être rentier du jour au lendemain. Tu peux viser 30% de ton besoin couvert, puis 50, puis 80. Chaque pourcentage gagné réduit la dépendance au salaire. Chaque pas compte. Et il y a un autre risque dont on ne parle pas assez, le risque psychologique. Bitcoin est volatile, très volatile. Si tu n'as pas réfléchi à l'avance à ce que tu ferais en cas de gros drawdown, à ce que tu ferais si le prix explose, à combien tu es prêt à vendre et quand, alors tu prendras des décisions émotionnelles. Et les décisions émotionnelles détruisent plus de patrimoine que n'importe quel crack. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Pas pour dire quoi acheter, mais pour t'aider à penser en système, à raisonner en cadre, à transformer l'investissement en un outil au service de la vie. Si tu veux aller plus loin, dis-moi en commentaire quel niveau de vie tu vises. Survie, confort, liberté. Dis-moi aussi si tu veux que je fasse une vidéo où je montre mon fichier Excel, le calcul de projection du prix du Bitcoin et surtout les intervalles de confiance. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!